Night Show. Eh bien, me revoilà après 2 semaines. Ouais, en ce moment, on est sur une vidéo toutes les 2 semaines. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que mon but, c'est plutôt d'être là toutes les semaines. Pour faire une vidéo pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, ainsi que ajouter des vidéos où je vous raconte un petit peu ma vie. Là, j'ai encore manqué un petit peu de temps et d'énergie, donc on en est là. Mais me revoilou pour une vidéo un petit peu hybride, puisque je me suis dit, c'est donc, on va dire que c'est une vidéo pour la pleine lune du 24 avril, pleine lune en Scorpion, Scorpion, Scorpion. Donc, comme vous le savez désormais, à la pleine lune, on récolte ce que l'on a semé. Voilà, on fait le point sur ces... On fait le point sur ses accomplissements, sur les leçons qu'on a à tirer, sur nos bénédictions. On fait le point. Et le saviez-vous, le 25 avril, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis parée de ma plus belle chemise de grandes occasions avec des petits bijoux. Voilà. Je vous ai sorti le grand jeu ce soir parce qu'en fait mon anniversaire, c'est un petit peu mon anniversaire avec vous. Donc les anniversaires aussi, c'est un moment absolument propice pour faire toutes sortes de bilans, de récap et de renouveau. Tout simplement, j'ai eu l'idée de reprendre le célèbre, comment dire, le célèbre principe de, bah du coup, comme je vais avoir 29 ans, 29 choses que j'ai apprises en 29 ans. J'ai écrit un peu tout ce qui me venait par la tête. D'ailleurs, il y a là-dedans des tips très... des petits tips très terre à terre, anecdotiques. Et ça va jusqu'aux conseils de vie un petit peu plus philosophiques. Donc il y a un petit peu de tout. J'ai fait ça rapidement. J'ai mis tout ce qui me passait par la tête. Et donc vous allez voir, il y a des conseils très anecdotiques et d'autres conseils, bah ouais, je radote comme d'habitude. Et des conseils beaucoup plus deep. Et entre les deux, on a des petits conseils d'organisation, des petits conseils... Voilà, vous me connaissez, j'aime bien. J'aime bien vous donner des petits conseils. J'ai écrit tout ça sur une feuille blanche que j'ai découpée et j'ai fait des petits rouleaux. Des petits rouleaux. Et comme ça donc je vais les piocher au hasard et l'ordre se fait au hasard.
peut se faire des amis à tout âge. Absolument. La fille qui est d'accord avec elle-même. Voilà, c'est l'une des choses que j'ai appris durant ces 29 années d'existence. On peut effectivement se faire des amis à tout âge. Ce qui est une excellente nouvelle. Alors, c'est sûr que c'est plus dur. Et encore, parce que dans tous les cas, il y a le monde du travail finalement qui est un peu comme l'école. Alors, c'est vrai que dans le monde du travail, il y a peut-être moins de personnes. À l'école, c'est quand même l'environnement le plus propice à se faire des amis puisqu'on est très nombreux et tous à avoir le même âge. C'est vrai que si vous débarquez dans une entreprise où il n'y a pas grand monde et tout le monde est plus vieux, bon, ça peut être plus compliqué. Mais dans tous les cas, vous pouvez encore vous inscrire dans des activités et quand même dans la plupart des jobs, vous arriverez à créer des amitiés avec vos collègues, j'imagine. Et puis d'ailleurs, la différence d'âge, arrivé à l'âge adulte, ça n'a plus autant d'importance que quand on est plus jeune. Et vous verrez qu'à 25 ans, vous pouvez être très bien ami avec quelqu'un qu'on a 50. Voilà. Donc, n'ayez crainte si vous vous sentez seul ou si vous restez avec des personnes seulement par peur de vous retrouver tout seul. On peut se réinventer à tout âge. Qu'avons-nous là? Le mieux est l'ennemi du bien. Entre parenthèses, combattre le perfectionnisme. Alors, le mieux est l'ennemi du bien, c'est une phrase que que j'entends mon père répéter depuis que je suis petite. Mais c'est seulement ces dernières années que j'en ai compris tout le sens. Étant moi-même très perfectionniste, mais être perfectionniste, on en rigole parce que vous savez, dans les entretiens d'embauche, quand on demande à quelqu'un quel est ton défaut et que la personne répond le perfectionnisme, sous-entendu, j'ai pas de défaut. Mon défaut, c'est de faire les choses trop bien. Mais en réalité, le perfectionnisme, c'est vraiment un défaut. Un défaut qui peut vraiment vous empêcher d'avancer. Parce que c'est ne pas vouloir partager quelque chose qui n'est pas parfait. Et puis d'ailleurs, quand on a des tendances au perfectionnisme, on a aussi la tendance à procrastiner. Ça va souvent ensemble, puisque en fait, on se complique tellement la tâche que tout nous paraît, vu qu'on veut faire les choses parfaitement, et ben on sait à l'avance que ça va être super long, super compliqué, et donc on commence même pas, en gros. Ou alors, comme on sait qu'on fera pas quelque chose de parfait, et ben on commence pas. Donc dans tous les cas, que ça empêche de commencer ou que ça empêche de partager le fruit de son travail, de quoi, peu importe ce dont il s'agit, c'est vraiment quelque chose qui bloque. Mais je pense que le principal, c'est de s'en rendre compte, de réaliser ça. Et une fois qu'on l'a réalisé, ben il n'y a pas de souci. Dans un sens, les personnes
qui ont tendance à pencher vers le perfectionnisme, c'est quand même évidemment des gens qui ont une qualité qui vont s'appliquer, qui vont pas bâcler ce qu'ils font. Donc en soi, on a cette qualité quand même. Mais après, il faut reconnaître que ça peut facilement devenir un défaut et aller trouver un juste milieu et se dire bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Voilà, rien n'est jamais parfait dans la vie de toute façon. Donc le tout c'est de s'en rendre compte. Par exemple, ma chaîne ASMR, j'aurais jamais publié une seule vidéo si j'avais attendu qu'elle soit parfaite. Donc je suis très contente. Vraiment, je travaille dessus tout le temps. À trouver le juste milieu entre faire les choses, les faire quand même bien. On va pas se mettre à bâcler tout ce qu'on fait, mais savoir aussi que que rien ne sera parfait et que le principal c'est quand même de faire les choses tant que c'est fait avec le cœur et qu'on s'applique un minimum, ça n'a pas à être parfait. Ensuite, alors quelque chose d'un peu plus léger, c'est un petit conseil shopping et j'ai écrit n'acheter que des coups de cœur. Et oui, c'est l'une des leçons que je me suis auto-apprise avec les années. J'avais un peu cette intuition depuis longtemps qui est il faut acheter que des coups de cœur. Et en fait, ça n'a fait que se confirmer dans le sens où les vêtements que j'ai achetés et que j'ai regretté d'acheter ou que j'ai presque pas mis, etc., c'était les vêtements qui n'étaient pas des coups de cœur. Donc voilà, c'est mon petit conseil shopping. Après, voilà, c'est des leçons qui correspondent à mon caractère, puisque c'est des leçons que j'ai appris avec le vécu. Moi j'adore le shopping, donc les coups de cœur, j'en manque pas, on va dire. J'achète de moins en moins de vêtements. D'ailleurs, je sais pas si vous aimez ma petite chemise, mais sachez que c'était à mon arrière-grand-mère. Voilà, j'ai récupéré plusieurs chemises de mon arrière-grand-mère il y a un petit moment déjà. Je dirais que ça fait 7 ans. Et je trouve que ça ne passe pas de mode. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on va porter tous les jours. Mais avec un jean taille haute par exemple, rentrer dans le jean ou un pantalon plus costume pour les grandes occasions, ça fait très classe. J'aime bien. Bref, donc moi j'aime le shopping, j'aime bien la mode, même si voilà j'achète de moins en moins, donc j'ai pas de mal à avoir des coups de cœur. Je me rends bien compte que donner ce conseil à quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour ça n'a pas tellement de sens. Bref, voilà, c'était juste ça. Alors, on repart sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Arrêtez de se voiler la face en amour. Bon, c'est un vaste... ça peut regrouper plein de choses, c'est assez vaste. À quoi je pensais quand j'ai écrit ça?
le sens quand quelqu'un te montre un niveau d'intérêt trop bas, quand quelqu'un en gros te montre pas l'intérêt que tu mérites, eh bien il faut voir les choses en face et ne pas essayer de se convaincre. On aime bien faire ça quand même, tous, parce que voilà, une fois qu'on est emballé, souvent ça va être le début, tout est parfait, et puis après, ça peut être rapide d'ailleurs. On voit le niveau d'intérêt en face qui dégringole, mais on va aller s'inventer toutes sortes de scénarios pour justifier la chose. Soit que la personne fait semblant d'être détachée pour se faire désirer, soit que, je sais pas, que la personne a des problèmes dont il ne parle pas, tout simplement parce qu'on veut pas voir la réalité en face, parce que c'est dommage, enfin, oui c'est dommage, ça fait à la fois, c'est vrai que c'est terrible quand ça arrive, parce que pour peu qu'on se soit vite projeté, ben c'est tout le petit rêve qu'on avait fait qui tombe à l'eau. Et puis au niveau de l'ego, c'est terrible aussi. Donc on n'a pas envie de le voir, sauf que plus tôt on le réalise. Et parce que le problème aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, je trouve, qui perdent l'intérêt, mais qui vont quand même faire perdurer le truc dans une eau tiède, quoi. Au lieu de... C'est des gens, je sais même pas si... Ça part dans tous les sens. Je vais dire, c'est nul de la part de ces gens-là. De... Soit faudrait dire, bon bah je suis plus intéressée pour x, y raison. Ou alors ce serait bien de rester dans la même dynamique qu'au début, mais malheureusement il y a pas mal de gens dont l'intérêt va baisser, mais ils vont vous garder quand même sous le coude. Peut-être parce qu'ils ont rien de plus croustillant ou parce qu'ils aiment bien parler à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Et donc voilà, plus vite vous allez ne pas vous voiler la face, vous allez gagner du temps. Et puis surtout, ça va aussi avec autre chose qui est que votre valeur, enfin si la personne en face, elle s'avère être moins bien que vous l'aviez imaginé, parce que ce genre de comportement c'est pas terrible, ben du coup n'allez pas vous dire que ah c'est moi qui suis pas aussi bien que je devrais l'être, parce que sinon il serait plus emballé. Non, non, c'est la personne en face qui est décevante. Et vous n'avez pas à remettre votre valeur en cause. Juste pas de chance, vous êtes tombé sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Et nous, on veut des gens 100% investis. Voilà. Donc, en amour, essayons de ne pas nous voiler la face. Surtout que, enfin, à chaque fois que je me suis voilé la face, bah ça n'a pas marché, évidemment. C'est pour ça que mon conseil à moi-même, puisqu'en fait, vous l'avez compris, je partage avec vous, mais finalement, c'est des conseils que je me donne à moi-même. Et ben, à chaque fois que je me suis voilé la face, ça n'a pas marché. Et avec le recul, en plus, c'est pas des personnes que je regrette, puisque c'était des personnes, bah voilà,
c'est beaucoup trop long. J'aime pas du tout la tournure que ça prend. On va passer à la prochaine leçon. Et la prochaine leçon, je l'aime beaucoup, c'est tout s'apprend. Tout s'apprend. Effectivement, j'ai réalisé que tout s'apprend. Il y a une théorie selon laquelle il y a deux types de personnes, deux types de façons de penser. J'ai oublié les termes. J'ai oublié les termes. C'est un peu un sujet de développement personnel. Et en gros, il y a les gens qui ont conscience que tout s'apprend et qu'on peut s'améliorer à peu près dans n'importe quel domaine. Et il y a les gens qui ont plutôt tendance à penser que on est avec certaines capacités et que voilà, tout est joué d'avance. Et évidemment, la première façon de penser fait des gens plus heureux et qui ont plus de succès dans la vie. Donc c'est dommage, j'ai plus les termes. Ah ouais, en anglais, the growth mindset versus the lack mindset, j'imagine. Je suis pas sûre pour le deuxième. Mais voilà, je vous ai donc expliqué ce que ça voulait dire. Mais surtout, donc les premiers sont quand même plus optimistes, voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on expérimente. Et ça ne, quand on expérimente le fait de se concentrer sur une pratique, mais vraiment ça peut être n'importe quoi, et qu'on voit à quel point les progrès sont possibles dans n'importe quel domaine, ça ne fait que renforcer ce mindset et ça donne envie éventuellement d'aller progresser dans d'autres domaines. En tout cas, on sait que le progrès est possible un peu partout et que donc voilà, on est aux commandes de notre vie. Et bon, par contre, c'est sûr qu'on a un temps limité et faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on a envie de faire fleurir dans sa vie, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais par exemple, moi, le chant, moi qui chante à la base, vraiment, et ça c'est un excellent exemple, parce qu'il y a ce mythe du talent. Oh, le talent. Ah mais toi t'as de la chance, voilà, t'es né avec une belle voix. Combien de chanteurs on leur a dit ça, et puis d'ailleurs on minimise leur travail en pensant que être chanteur c'est on te pose là, tu chantes ta chanson grâce à ton talent et voilà, t'as rien fait. Alors vraiment non. Oui, bon, il y a peut-être des facilités, il y a surtout est-ce que la personne enfant a grandi dans un environnement où il écoutait de la musique. Évidemment, ça c'est, mais du coup ça n'a plus rien à voir avec le talent, qui est un peu cette idée qu'on est avec voilà, on est avec des capacités. Non, non. Par contre oui, il y a il y a l'environnement, etc., qui vont jouer sur après, est-ce que la personne va avoir des facilités quand elle aura l'âge de s'essayer au chant. Mais en tout cas, bon, après, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens, la première fois qu'ils ont chanté, c'était exceptionnel. En tout cas, moi, je peux vous parler seulement de mon cas. Ce avec quoi je suis née, c'est la passion. Mais là encore, je pense que c'est plutôt l'environnement qui a fait que j'ai développé cette passion. Et du coup, étant passionnée, j'ai chanté avec plaisir toute ma vie. Donc ça a fait, si vous voulez, que j'ai progressé
sans avoir l'impression de fournir tellement d'efforts. Évidemment, comparé à quelqu'un qui n'aurait pas la passion. Mais du coup, en général, ces gens-là n'essayent pas de devenir chanteurs, donc c'est parfait. En tout cas, ce que je trouve édifiant, c'est à quel point je savais pas chanter. Moi, quand j'ai décidé de devenir chanteuse, je ne savais pas chanter. Bon, c'était pas non plus la pire casserole du karaoké qu'on peut imaginer. Mais moi, je croyais que je chantais plutôt bien. Ça, c'était avant de m'être entendue correctement, en fait, parce que quand vous chantez chez vous avec la musique à fond, en fait, notre propre voix est mélangée avec la voix de l'artiste, et puis nous, on n'y voit que du feu. Souvent, la réalité est assez loin de ça. C'est pour ça que moi, le seul truc, la seule constante, c'est la passion. J'ai toujours adoré ça. Et quand j'ai décidé de devenir chanteuse, quelle audace, j'ai envie de dire, parce que j'avais pas le niveau du tout. Et là, ça fait. C'est pour ça aussi que, évidemment, que ça prend du temps. Parce que quand je dis que j'ai fait mon coming out de chanteuse, que j'ai essayé d'être chanteuse depuis que j'ai 23 ans, ben oui, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup d'audace. Mais c'est pas qu'un manque d'opportunité, c'est que de toute façon, à 23 ans, on m'aurait mis sur scène. Ça aurait pas été terrible ce que j'aurais fait. Donc bref, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Euh, à travers les années de constater mes propres progrès. Voilà, que ce soit en termes de justesse, de tessiture, je passe des notes que je ne passais pas du tout à l'époque. Parce qu'à la base, j'ai vraiment une tessiture très 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 restreinte. Maintenant, c'est pas exceptionnel ce que je fais, mais c'est normal, on va dire, pour une femme. À la base, j'avais une tessiture très toute petite. Et c'est génial de faire des progrès dans quelque chose qu'on aime parce que bah déjà j'aime chanter, donc quand je chante, dans tous les cas, ça me fait plaisir. Et en plus, quand je vois, oh là là, ça y est, je passe cette note, mais waouh, à une époque, j'en étais tellement loin et tout, c'est très satisfaisant. Mais donc, voilà, du coup, je trouve que comme il y a cette histoire de talent, ça illustre parfaitement ces deux mentalités où il y a des gens qui vont se dire bah non, ça c'est pas pour moi parce que je sais pas chanter. Ou et à l'inverse, en parlant des autres qui vont dire t'as de la chance, bah ouais, mais ça c'est le talent et tout. Non, non, c'est le travail. Mais ça vaut aussi pour plein d'autres choses. Je pense à quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Le fait d'être photogénique, par exemple. Alors ça, c'est encore une compétence qu'il faut que j'acquérisse. Mais en fait, en plus maintenant, avec Internet, on a toutes les ressources. Si vous êtes dépité parce que vous vous trouvez affreux sur toutes les photos prises à la volée, entre amis ou en famille, bah il y a des... Sur YouTube, vous trouvez plein de vidéos qui donnent des astuces sur comment apprendre à poser sur une photo de groupe. Enfin, vraiment, c'est voilà, c'est un petit exemple que je trouve rigolo parce que c'est encore quelque chose où on a tendance à penser qu'on quelqu'un n'est photogénique ou pas, et en fait, on peut tout travailler. Même le fait d'avoir confiance en soi. Si vous êtes de la team timide, hein, c'est mon cas, et que l'idée d'aller faire un exposé devant votre classe, ça vous terrifie. Ça aussi, c'est plein de choses qui se travaillent et tout s'apprend. Allez, on passe à la prochaine leçon. Routine est égale moins de fatigue mentale. Ça, je vous ai déjà fait toute une vidéo sur le bienfait des habitudes et des routines. Voilà,
chose que j'ai implémenté dans ma vie et qui me sert beaucoup. Après, faut savoir doser, bien sûr. Là, par exemple, au mois d'avril, j'ai fait la grève des... Vous savez, je vous ai parlé de mon petit tableau des habitudes, j'ai différentes choses de tâches journalières que je tiens à effectuer, que j'ai mon petit tableau qui m'aide à suivre mes progrès, etc. Et là, en avril, voilà, j'ai eu des imprévus, des petits soucis. Et du coup, je trouve que c'est bien aussi de savoir aussi s'octroyer des pauses quand on en a besoin. Là, là, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et je vais être justement contente de reprendre, de me recréer une nouvelle petite routine pour le mois de mai. Voilà, pour commencer cette nouvelle année des 29 ans sur de bonnes bases. Mais j'ai été également bien contente de me laisser cette respiration au mois d'avril. Mais oui, routine est égale moins de fatigue mentale. La fatigue mentale, je pense que c'est l'un des problèmes communs à peu près tout le monde dans notre société moderne. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce que se préparer pour aller au travail le matin, on finit tous par faire, j'imagine, sinon vous êtes vraiment bizarre, on finit tous par se créer une routine. Il y a des gens, ils vont déjeuner, se laver les dents, enfin vous voyez, et en général on switche pas tous les 4 matins dans l'ordre de ce qu'on accomplit, tout comme quand on a une skincare et chacun fait ses petites actions dans le même ordre tous les jours, parce que si on devait se poser à chaque fois pour se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, eh ben on perdrait un temps fou. Et quand on a trouvé quelque chose qui marche, on s'y tient. Et du coup, vous pouvez, si c'est pas déjà le cas, appliquer, on va dire, cette méthode à d'autres choses de votre vie. Et voilà, par le même mécanisme, vous pouvez gagner du temps et économiser de la fatigue décisionnelle. Parce qu'il y a d'autres décisions que vous allez devoir prendre dans votre journée qui vont nécessiter toutes vos forces. Alors, la prochaine leçon, j'ai écrit consommer trop est égal perte de temps et d'argent évidemment, mais perte de temps aussi, ça on n'y pense pas assez. Ouais, donc, parce que j'ai un autre petit papier qui est dans un sujet un peu similaire, donc je vais essayer de rester bien sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que moi, depuis plusieurs années, là, j'essaye de... Alors, à un moment, je me suis vraiment beaucoup intéressée au minimalisme. Voilà, trop tard. L'autre papier, c'est sur le minimalisme. C'est pas grave, on passera plus vite dessus tout à l'heure. Le minimalisme, je pense que vous connaissez tous ce que c'est. Ça a été très à la mode sur les internets. Je pense en 2017, un truc comme ça. Marie Kondo, tout ça. Et on y reviendra plus tard puisque ce n'est pas exactement le sujet sur lequel on est. Mais donc le fait d'avoir trop d'affaires déjà, mais on verra ça tout à l'heure, c'est chiant. Mais rien qu'en fait, le fait de faire des achats, l'activité en elle-même de faire des achats, eh bien, on perd. Alors déjà, on dépense
Évidemment, là, je vous parle d'achats qui ne sont pas nécessaires, évidemment, puisque je parle de consommer trop. Après, chacun mettra la barre du trop là où elle doit être en fonction de vos moyens et de ce que vous considérez comme essentiel à votre vie. Mais donc déjà, on dépense de l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est du temps, puisque le temps c'est de l'argent. L'argent, c'est du temps. Vous achetez un truc, n'oubliez pas que vous avez passé quand même plusieurs heures de travail pour gagner l'argent que vous dépensez. Est-ce que ce petit haut à sequin vaut les heures de travail? Je trouve que de temps en temps ça peut être intéressant de remettre les choses dans ce contexte. Alors, à l'inverse, je vous déconseille de réfléchir comme ça quand vous faites vos courses alimentaires parce que ça peut vite être déprimant de se rendre compte qu'on a travaillé je sais pas combien de temps pour s'acheter un avocat. Mais, donc voilà, je vous conseille d'acheter une nourriture de qualité, quoi, sans trop réfléchir à ça. Mais pour ce qui est des petits objets dont on n'a pas forcément besoin, ça peut être très intéressant de remettre ça. Combien d'heures vous avez travaillé pour acquérir cet objet? Et après ça, en tout cas c'est vrai pour moi, je remarque que quand je fais du shopping, mais ça me prend un temps fou en fait. Bah rien que le temps passé, là franchement ça fait longtemps parce que je ne vais même plus. Je fuis les... Voilà, je vous avoue qu'à une époque j'étais très cliente ASOS, Zalando. Dans les limites de mon budget évidemment, mais je passais du temps à regarder, puisque j'aime la mode et tout, je me laissais happer. Ces sites-là, ils sont super bien faits. Vous regardez quelque chose et l'algorithme est très intelligent. Il va vous proposer que des articles qui vont vous exciter comme ça. Vous allez faire des paniers énormes. Après, en plus moi qui ai du mal à prendre des décisions, j'allais hésiter tellement sur qu'est-ce que je prends pas. Oh là là. Après, il y a les histoires des retours parce que ça c'est quand même chouette qu'on vive à une époque où ce soit aussi facile de retourner les trucs. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'hésiter? Moi j'ai un gros problème en plus avec les prises de décision dans ma vie. Donc après j'essaye mes petits articles et tout. Soit il y en a qui me fit parfaitement et la question ne se pose pas. Il y en a où c'est affreux, ça me va pas du tout. La question se pose pas. Mais il va y avoir l'article où vous vous dites ah ça passe. Mais est-ce que ce serait pas mieux dans la taille au-dessous ou dans la taille au-dessus? J'hésite parce que en plus pour le coup on n'a que la taille qu'on a commandée. Donc combien de fois je me suis retrouvée à passer des heures à hésiter à commander une taille différente parce que c'est pas tout à fait ça mais en même temps c'est presque ça. Donc est-ce que la taille au-dessus ou en dessous ça va être mieux ou pire? Et comme je suis quelqu'un, mais ouais ça c'est voilà, c'est assez personnel, mais comme moi tout prend du temps en fait. Déjà je suis taureau donc je suis pas une flèche, mais chaque décision est un petit peu compliquée. C'est aussi pour ça que moi les routines et tout, ça me convient. Ça me convient parce que prendre la moindre décision, c'est une tâche assez compliquée pour moi. Donc depuis que je fais beaucoup moins de shopping, je me rends compte du soulagement que c'est parce que c'était beaucoup de temps. Voilà, que ce soit en fait à toutes les étapes. Quand tu fais ton panier, il y a tellement de choix.
déjà tu passes un temps fou à tout regarder parce que tu veux, tant qu'à faire, même si tu vas acheter qu'un article, vu qu'il y en a 25 qui se ressemblent, t'as envie d'acheter le mieux. Donc faire le choix du panier, après faire le choix de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retourne. Après faut penser à aller au point relais et tout. Enfin, je trouve que c'est un temps, et sans parler du temps de travail qu'on met dans les vêtements. Et après en plus, mais là on en revient au minimalisme. Après, le fait d'avoir des placards qui explosent et tout, c'est encore une perte de temps, c'est encore de la fatigue mentale. Parce que quand vous avez une soirée, vous avez trop d'options, vous savez pas où donner de la tête. En plus, vous retrouvez plus les choses parce que vous avez trop de vêtements, etc. Donc, je suis assez satisfaite d'avoir réduit énormément mon shopping. Maintenant, en fait, comment je procède? Je continue à acheter des vêtements quand j'en ai besoin. Mais je vais plutôt que d'aller sur le site et de me laisser guider par des pulsions avec des articles voilà, qui me donnent envie, auxquels j'aurais pas pensé. Je vais plutôt me faire la liste de ce dont j'ai besoin. Donc je sais pas, un jean de Marcel par exemple, voilà des. Et puis même niveau look, je préfère les basiques maintenant. Ça rentre un peu dans cette logique minimalisme où avoir peu de vêtements, mais des vêtements qui nous font vraiment bien, qui sont confortables et qui vont bien les uns avec les autres. Comme ça, les tenues sont très faciles à faire et on se sent toujours bien dans ces vêtements. Mais ouais, du coup, imaginons que je décide que là, quand même, j'ai plus de quoi m'habiller, donc je vais acheter un jean de Marcel. Et là, ok, je vais aller sur un site et je vais acheter ce que j'avais sur ma liste, mais du coup, je vais pas dériver sur tous les trucs hyper à la mode qui pourtant peuvent me titiller parce que j'aime toujours bien ça. Mais je sais qu'en fait, j'en ai pas l'utilité parce que c'est vrai que mon mode de vie est. Voilà, je sors pas des masses non plus, donc j'ai pas non plus l'utilité d'avoir le truc à la mode et pas forcément confortable puisque je sors pas. Je sors la plupart du temps quand je sors, c'est pour aller faire des courses ou des trucs comme ça. Donc bref, mais Marcel et mon jean, c'est très bien. Next. Ne pas regarder sur internet pour la santé. Et oui, ça c'est bien connu. Ne surtout pas aller regarder. C'est voilà, on nous le répète. J'ai l'impression que c'est quelque chose de bien connu parce que quel que soit le symptôme, vous allez sur internet, vous allez trouver un cancer correspondant, une maladie grave qui correspond. Et donc, si on a la moindre tendance, comment on appelle ça? Quand on a peur, quand on a tout le temps peur d'être malade, hypochondriaque, et ben c'est vraiment la pire chose à faire. Mais ouais, du coup, j'ai quand même envie de vous donner ce conseil. Par contre, évidemment, de toute façon, si vous avez une inquiétude, prenez rendez-vous tout de suite avec que ce soit votre généraliste ou le spécialiste concerné. Vous aurez tout de suite un avis avisé qui
malheureusement, la plupart des cas sera beaucoup plus rassurant que les horreurs que vous pourrez trouver sur internet. Et même si par malheur, parce que oui, les maladies ça existe aussi, donc toutes les maladies horribles entre guillemets, bah oui, il y a des gens qui en souffrent et c'est pas forcément la fin du monde non plus. Ce que je voulais dire, c'est que au moins, si on a quelque chose de grave, le fait que ce soit le médecin qui vous le dise, il va tout de suite vous apporter, vous aiguiller pour l'étape suivante. Donc, vous aurez déjà ce soutien-là. Alors que être sur internet et se dire qu'on a sûrement quelque chose de grave et en plus rester dans le flou le plus total sur quelle est la suite, il n'y a rien de pire. Donc pour toutes ces raisons, c'est pour ça, au final, que vous n'ayez rien ou que vous ayez la pire hypothèse, dans tous les cas, aller tout seul sur internet, ça sert à rien. Vraiment, en général, en fonction du symptôme, on sait quel médecin consulter. C'est la seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est quel médecin je dois consulter pour ça. Et consultez directement vos médecins. J'avais oublié que j'avais écrit ça. Je m'apprête à vous avouer un truc qui est un petit peu secret, que je dis pas à grand monde, et en même temps je m'en fous. Mais je pense que ça peut étonner. J'ai écrit « Les filles peuvent se raser le visage ». Je ne sais pas si... À mon avis, tout le monde n'aura même pas vu passer cette... je sais pas si on peut appeler ça une trend. Certains en auront entendu parler, d'autres pas. Donc, sachez que certaines... que depuis peu, finalement, c'est ça qui est fou. Enfin, vous me direz, il y a certainement des femmes qui l'ont fait il y a très longtemps, mais et qui ne le criaient pas sur tous les toits, j'imagine. Mais là, je dirais que ça... Je sais pas, il y a eu pas mal de vidéos sur le sujet, je dirais il y a 7 ans, un truc comme ça, de filles qui se rasaient tout le visage, tout le duvet qu'on peut avoir quand on est brune. La moustache, partout, on peut avoir un duvet, plus ou moins d'ailleurs. Tous les êtres humains ont des poils partout, mais sur certaines personnes, j'allais dire certaines filles, mais les garçons aussi, mais sauf que les garçons c'est acté, c'est normal entre guillemets, ils se rasent. Mais évidemment, les femmes aussi ont du duvet sur tout le visage. Et il y en a que ça peut déranger. Soit ça va être un duvet blond qui fait comme une auréole quand il y a de la lumière. Et notamment qui va ressortir si on se maquille avec de la poudre et tout. Ou d'autres femmes comme moi, quand on est très brune, parce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même, je suis super brune, mes sourcils, je fais rien, ça c'est vraiment mes poils de sourcils. Donc évidemment que je vais pas avoir des sourcils comme ça et être chauve partout d'ailleurs. Donc moi j'ai du duvet partout sur le visage aussi, dont des poils un peu, franchement un peu noirs à des endroits où ça m'a beaucoup complexé plus jeune. Et en fait, donc j'ai découvert ces femmes qui... Alors c'est un sujet polémique. C'est un sujet très polémique parce qu'en fait, vous aviez ces femmes qui faisaient des vidéos pour dire j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes, à nous les poilus, c'est qu'on peut se raser le visage. Mais je sais pas si vous vous rendez compte en fait que nous les femmes, on nous force depuis des
Et on nous a mis dans la tête que si on se rasait, on allait devenir barbe bleue. Et, je sais pas si vous vous rendez compte, l'argent qu'on dépense pour se raser, pour s'épiler, bon, sans même parler du corps, mais d'ailleurs, il y a une autre leçon qui parle du corps après. Mais donc là, on va rester sur le visage. On nous shame depuis la nuit des temps, nous les brunes, parce que on devrait se sentir très honteuse d'avoir des poils sur le visage, voilà, en étant des femmes. À côté de ça, on nous vend des produits hors de prix qui font mal, qui font tellement mal. Toutes les personnes qui se sont déjà épilées la moustache à la cire, voilà. Moi, je me suis retrouvée. Après, c'est aussi mon côté. Personne m'a forcé à le faire. J'avais jamais eu de réflexion. Mais bêtement, je me suis épilé le front à la cire, moi, avec des bandelettes qui sont faites pour la moustache. Quand j'avais, je sais pas, 20 ans. D'ailleurs, je pense que ça m'a donné de l'acné et tout. Bref, c'était vraiment pas une bonne idée. Mais bon, c'est parce que la société nous fait comprendre qu'on est dégoûtante si on a le moindre poil. Et du coup, c'était quand même une petite révolution pour nous quand certaines femmes ont fait des vidéos en disant mais les filles, on peut se raser le visage en fait, ça ne repousse pas. C'est indolore, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter de la cire. Et c'est carrément satisfaisant à faire. Elle faisait des vidéos là où tu vois le petit duvet et tout, c'est super satisfaisant. Et à côté de ça, là où je dis que c'est polémique, c'est que vous aviez d'autres femmes qui faisaient des vidéos en disant stop, arrêtez tout, c'est un mensonge. Moi, je l'ai fait et maintenant, regardez ma barbe. Et effectivement, il y a des personnes à qui ça n'a pas réussi. Et moi, pendant plusieurs années, je me tâtais à me lancer parce que, quand même, quel plaisir, non seulement d'avoir un résultat aussi clean, parce que quand tu te fais la cire et tout, bah, déjà tu vas pas te faire tout le visage. Le front, je pense que personne, on n'est pas nombreuses à avoir fait cette bêtise. Donc en général, la cire, on s'arrête à la moustache, peut-être on peut épiler un peu par là, là, parce que à côté des sourcils, ça peut déborder, machin. Mais en tout cas, c'est douloureux. Ça fait pas un résultat parfait, puisque on fait pas tout le visage. Je suis pas en train de dire attention, meuf. Je voudrais pas que mes paroles soient sorties de leur contexte, hein. Les poils, ça gêne pas. Les filles qui sont très poilues et qui gardent leurs poils, c'est super. C'est atroce qu'on nous ait inculqué toutes ces règles. C'est injuste et il n'y a aucun problème avec les poils, vraiment. Mais moi, je vous parle juste de mon expérience de fille traumatisée par les dictats de la société et plutôt poilue. Et donc, voilà, complexée par ça et tout. Qui a toujours, depuis que j'ai 13 ans, je me bats contre mes poils. Voilà. C'est pour ça quand je dis pas parfait, non, non. Si vous êtes parfaite, même si vous avez du duvet, mais moi c'est comme ça que j'avais fini par voir les choses. Et donc en gros voilà, sur internet il y avait un peu il y avait un petit peu ces deux clans, des femmes qui disaient mais si c'est la solution à tous nos problèmes, et d'autres femmes qui disaient ne le faites surtout pas, ça repousse en barbe. Donc tout simplement je pense que tout le monde était de bonne volonté et que ça dépend des gens, parce qu'il y a aussi des scientifiques. Moi je suivais une youtubeuse qui parlait beaucoup de sa peau et de ses poils et qui était en plus une scientifique. Et en fait il n'y a pas eu énormément d'études
scientifiques là-dessus, mais j'ai l'impression, moi, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a aucune raison qu'un poil rasé repousse plus dru. Et pourtant, j'ai aussi l'impression, j'aurais jamais pensé faire 40 minutes sur le sujet, mais ça me revient là. J'ai l'impression que oui, donc les études scientifiques disent plutôt que bah non, il n'y a aucune raison en soi. Pourquoi est-ce que... Parce que raser, c'est juste couper de près. Donc quand tu coupes ton cheveu, le reste ça bouge pas. Si tu coupes un poil, pourquoi est-ce que ça le ferait grossir ou se multiplier? Scientifiquement, apparemment, il n'y a pas de... Il n'y aurait pas vraiment de conclusion là-dessus. Après, parce que depuis tout à l'heure, je tourne autour du pot en vous expliquant le truc. Et moi, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que après avoir hésité pendant des années, parce que quand même, ça donnait envie, mais ça faisait peur, et bah j'ai sauté le pas. Et mesdames et messieurs, voilà, c'est officiel, je me rase le visage maintenant, tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Mais il n'y a pas de... Mais Dieu merci, je touche du bois, ça n'a pas bougé. Donc je suis contente d'avoir sauté le pas parce que quand je le fais, le résultat il est impeccable. On peut pas faire mieux. Donc par exemple si j'ai une grande occasion, je sais que je peux m'organiser pour le faire la veille, enfin dans les jours qui viennent, et je sais que ma peau elle sera tip top au niveau pilosité bien sûr. En plus de ça, c'est vrai que ça vous enlève quand vous... Ça s'appelle aussi thermablading. Si vous voulez pas dire je me rase, vous pouvez dire séance de thermablading. Et c'est un petit peu plus curly. Et ça, attention, faut surtout pas prendre les rasoirs que vous prenez pour les jambes avec les rasoirs pics comme ça. Il existe des rasoirs. Moi, je les commande sur Amazon. Parce que d'ailleurs c'est drôle, c'est comme si c'était tabou, c'est comme si c'était un secret bien gardé, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Les femmes peuvent se raser le visage parce que, bah oui en fait, évidemment que oui, mais on dirait que c'est un secret bien gardé et je me demande si c'est pas pour nous vendre des petites bandelettes de cire de merde. Pardon, je m'emballe. C'est la première fois que je dis un gros mot je crois dans une vidéo, j'espère que ma vidéo va pas sauter pour ça. Je vais peut-être me muter. Je sais pas du tout comment marche le modérateur, mais il a l'air puissant vu les efforts que déploient tous les youtubeurs pour ne pas qu'il y ait un mot qui passe, un mauvais mot. Et donc qu'est-ce que c'est pas pour nous vendre toutes leurs bandelettes de cire là, qui en plus nous font des boutons et puis qu'on doit racheter à l'infini. Voilà, je me pose la question. Et d'un autre côté, pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression de constater sur mon corps l'inverse, la théorie qui voudrait que la cire raréfie le poil alors que le rasoir les ferait se multiplier et les rendrait plus drus. C'est vrai que quand je regarde mes mollets par exemple, la grande partie de mon mollet, j'épile avec des bandes de cire et on va dire que ça bouge pas quoi. Et par contre, je me suis beaucoup rasé juste la fine bande, vous savez, les filles on a toutes fait ça. À
à l'époque de la mode des slims par exemple, où on faisait un petit tour là et tout, bah, on avait juste ça de la cheville quoi, du mollet qui était à l'air libre et on se rasait juste le bas de la jambe pour faire illusion. Et moi, à cet endroit-là, mes poils sont beaucoup plus épais que juste au-dessus. Donc ce serait quand même une sacrée coïncidence. Tout comme mes aisselles, quand j'ai commencé à avoir des poils aux aisselles, vu que j'ai une grande sœur et tout, on m'avait dit, surtout, j'avais compris quoi, j'avais compris que la cire c'était mieux pour pas que les poils deviennent plus drus et plus nombreux. Et du coup j'étais très fière de moi parce que pendant longtemps je ne m'étais jamais rasé les aisselles puisque dès que j'ai eu mes premiers poils d'aisselle, j'avais fait à la cire et j'entretenais qu'à la cire et même à la pince à épiler pendant des années. Ce qui fait que c'est vrai que ma soeur me disait waouh, mais c'est incroyable, t'as vraiment pas de poils aux aisselles. C'est devenu n'importe quoi cette chaîne ASMR. Et c'est vrai que ma soeur qui se rasait en avait beaucoup plus. Alors qu'on est très similaires dans notre patrimoine génétique. Et au niveau de la pilosité, on est à peu près les mêmes sur le reste du corps. Mais c'est vrai que ma soeur qui, elle, se rasait les aisselles presque quotidiennement, c'était pas la même chose. Et à un moment, je suis devenue un petit peu plus fainéante. Et voilà, dans des moments de rush et tout, j'ai commencé à me raser un peu, passer un coup de rasoir sous les aisselles. Et à ce moment-là, je suis devenue plus poilue quand même. Voilà. Après, dans ma vie, j'ai pas arrêté d'alterner le rasoir et la cire pour les aisselles. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais quand même, j'ai pu constater, à la fois j'ai pu constater sur mon corps que le rasoir me faisait des poils plus drus et plus nombreux. Et en même temps, j'ai quand même décidé de tenter l'aventure sur mon visage. Et ça, ah oui, quand même c'est important de préciser que ça fait plusieurs années que je me rase le visage sans souci. Donc j'avoue que j'ai un peu l'impression que c'est au petit bonheur la chance la réaction que votre peau va vous faire. Moi d'ailleurs j'ai une copine qui m'avait dit qu'elle me le conseillait pas parce qu'elle avait eu des poils de barbe qui lui étaient poussés. Et je l'ai pas écouté. Et d'un côté, voilà, je suis contente de ne pas l'avoir écouté parce que moi, c'est quand même une délivrance dans le sens où, enfin, ça fait 10 fois que je le dis, donc on va s'arrêter là. Mais le fait que ce soit indolore déjà, je trouve qu'on souffre bien assez en tant que femme sur bien des aspects. Et si on peut s'éviter la cire sur le visage, déjà, ça peut être cool. Bref. Ah non, aussi ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai même l'impression que ça joue en ma faveur pour le côté imperfection, etc. Alors, je vous conseille pas de le faire si vous avez un acné actif avec des boutons, voilà, parce que passer une lame dessus, le but n'est pas de se faire des plaies et d'infecter tout votre visage, évidemment. Je vous le conseille pas si vous avez de l'acné actif. Mais moi, j'ai commencé à faire cette technique, je devais bien avoir 25 ans. Donc j'avais passé la phase critique des boutons. Par contre, j'ai toujours eu des imperfections, beaucoup de peau morte. Et toujours des petits boutons bien sûr ici et là. Et en fait le dermablading, non seulement vous enlevez tous les poils, tout le duvet, vous avez une peau éclatante, c'est très satisfaisant. Parce qu'en plus ça enlève toutes les petites peaux mortes. Et en fait, les imperfections, elles aiment
ça se fait sous une peau morte parce que la peau en fait est étouffée par les peaux mortes. Et du coup, le fait d'enlever toutes les peaux mortes, moi j'ai en plus constaté un effet bénéfique au niveau des imperfections où j'en ai beaucoup moins. Donc vraiment tout bénef. Voilà, c'était mon petit secret de beauté, mais à vos risques et périls puisque ça ne convient pas à toutes les femmes.